Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts dédiée aux 100 ans des chambres d'agriculture. Revivons ensemble un siècle d'engagement, d'innovation et de passion pour l'agriculture. Bonjour, je suis Thierry Pouche, responsable du service études économiques et prospectives à Chambre d'agriculture France. Sur la période 1965-1985, le point important à retenir, c'est évidemment l'adoption de la politique agricole commune dans le cadre du marché commun en 1962. Et il faut rappeler que à cette époque, la balance commerciale agroalimentaire de la France était encore déficitaire. Ce qui nécessitait donc d'accroître la production dans la continuité des orientations qui ont été fixées par l'État quelques années auparavant. Alors pour parvenir à augmenter cette production et à satisfaire les besoins intérieurs et à tendre vers un peu plus d'exportation, il y a eu le développement de la mécanisation, tracteurs, moissonneuses par exemple, l'essor de la chimie agricole avec un recours de plus en plus massif aux engrais minéraux. On constate notamment que durant cette période, on a un doublement des quantités d'engrais minéraux utilisés entre 1950 et 1960, puis un nouveau doublement entre 1960 et 1970. Par ailleurs, notamment dans l'élevage, on a eu un doublement entre 1957 et 1963 de la consommation d'aliments pour le bétail, et en 1973, c'est une consommation qui est 10 fois plus importante qu'en 1954. Les deux secteurs les plus exposés à cet essor de la consommation d'aliments pour le bétail sont bien entendu la production porcine et la production de volailles qui en ressortent totalement bouleversées. Alors il faut rappeler aussi que ces évolutions sont articulées évidemment à l'activité productive des grands groupes industriels de la chimie française en particulier. Concernant les chambres d'agriculture, c'est un point important, ce développement agricole, puisque c'est à l'origine de la création d'un service d'utilité et de développement agricole, le SUAD, qui a été à l'origine du recrutement de 2500 conseillers à partir de 1966. Dans la mesure où cette production agricole connaît un essor significatif, non seulement par les impulsions de l'État, mais aussi, bien entendu, par la politique agricole commune, eh bien, il faut lui associer l'essor des industries de la transformation à partir du milieu des années 60, notamment le grand groupe le plus connu étant à l'époque BSN Gervais Danone, devenu Danone, essor des industries agroalimentaires qui vont absorber finalement la production agricole du pays pour répondre à des besoins des consommateurs qui sont de plus en plus urbanisés, qui connaissent des élévations de niveau de vie et qui consomment de plus en plus. Mais pour cela, il faut aussi associer l'éclosion des grandes et moyennes surfaces et le début, à partir de ces années-là, des super et des hypermarchés. Alors, il faut insister aussi pendant cette période sur le fait qu'on assiste aux premières manifestations d'une baisse des effectifs d'agriculteurs, puisque c'est à partir de la fin des années 50 qu'on va commencer à observer et à mesurer la baisse, alors plus ou moins rapide, mais ça sera beaucoup plus rapide un peu plus tard, des effectifs d'agriculteurs. Ce qui permet d'obtenir des gains de productivité beaucoup plus élevés et ça se répercute évidemment sur des prix agricoles et des prix à l'alimentation qui sont tout à fait abordables. L'autre point important pour rester sur ce registre de l'augmentation de la production, c'est que l'autosuffisance alimentaire de la France est atteinte à peu près à la fin des années 60, au début des années 70. Et ensuite, cette production dégageant suffisamment de surplus, eh bien, la France se met à exporter et à partir de 1975, on bascule d'un déficit commercial agroalimentaire à un excédent de la balance commerciale agricole et alimentaire. Il n'y a jusqu'en 1976, au moment de la grande sécheresse, où on retombe dans le déficit, mais à partir de 1977, jusqu'à aujourd'hui, la balance commerciale agroalimentaire française n'a plus connu un seul déficit. Par ailleurs, il faut rappeler que dans le cadre européen, puisqu'il a été question de la politique agricole commune, les bilans d'approvisionnement de l'Union européenne sont particulièrement positifs, d'autant plus que, avec les élargissements successifs, Danemark, Irlande, Grande-Bretagne, Grèce, Espagne, Portugal, eh bien, les auto-approvisionnements sont maintenus, voire même progressent. L'Union européenne devient une puissance
totalement autosuffisante. Pour rester sur le domaine de la politique agricole commune, tous les mécanismes de soutien des prix, tous les mécanismes de restitution aux exportations qui ont permis l'accroissement des productions sont à l'origine de surplus qui vont être exportables. L'Union européenne, dans cette période-là, à partir des années 70-80, devient progressivement une puissance agro-exportatrice qui concurrence les États-Unis, le Canada, l'Australie ou le Brésil. Dans le cas français, on accède au second rang des exportateurs mondiaux, mais on est dans une situation qui finalement va aboutir au fait que les marchés des pays de l'Union européenne ne parviendront plus à absorber les surplus exportables. C'est pour ça qu'il faudra rechercher des débouchés sur les pays tiers de façon à pouvoir écouler cette production. On a là les signes annonciateurs entre l'Union européenne et ses principaux concurrents d'une future guerre économique qui va se traduire en particulier dans les négociations commerciales au GATT puis à l'Organisation mondiale du commerce. On peut en déduire qu'une évolution particulièrement favorable de l'agriculture européenne et singulièrement française s'est réalisée. Elle a été décisive, mais encore une fois, à partir des années 70, on constate à nouveau un premier cycle de baisse des effectifs d'agriculteurs. En 1970, on était à 1,5 million d'exploitants agricoles en France. Depuis, on assiste à un déclin régulier pour arriver à 390 000 aujourd'hui. Par ailleurs, la croissance des surplus agricoles, du fait des performances réalisées par les agriculteurs dans le cadre de la PAC, aboutit à des excédents de production qui posent le problème du coût des stockages de ces excédents, en particulier en viande, en lait et en céréales. Donc l'Union européenne, dans ce cadre-là, décide d'encadrer les volumes et de créer les fameux quotas laitiers en 1984, puisque avec l'évolution favorable des rendements par vache laitière, il y a trop de lait qu'il s'agit de transformer en poudre ou en beurre et les coûts de stockage finalement pèsent sur le budget de la politique agricole commune et ça c'est un problème qui va devenir structurel pour les années à venir. Donc on a là déjà d'une certaine manière avec ces décisions européennes les signes annonciateurs des réformes à venir.